Bonjour, je suis Mehdi de Death Podcast. Death Podcast, c'est un rassemblement d'émissions autour de ce que certains appellent parfois la pop culture, donc jeux vidéo, cinéma, manga, animation, etc. J'en passe. Et aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous dire que nous avions enregistré les 9 et 10 mai une série de sujets autour de la question de penser, repenser le confinement et le déconfinement. Alors effectivement, même si nous en sommes sortis de ce confinement, aujourd'hui la question reste d'actualité. Et cette série de vidéos qui regroupaient autant des chercheurs du champ de l'université, sociologues, psychologues, sociologues, des éducateurs, également des artistes, des vidéastes, etc. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder ces vidéos, à vous y intéresser, à me faire des retours, et puis j'espère aussi à être intéressé de rejoindre et suivre les émissions de Death Podcast auxquelles vous pourrez vous abonner, trouver aussi des sources par rapport aux vidéos que vous verrez aujourd'hui. Merci, à bientôt. Bonjour, bienvenue ou bon retour pour ceux qui nous rejoignent sur ce live un peu spécial pour essayer de réfléchir, de penser le confinement, le déconfinement ensemble. Donc j'ai trois nouveaux invités à mes côtés donc que je vais vous présenter et on va discuter ensemble de la question donc du bien-être, enfin de la dictature du bien-être, vaste sujet en temps de confinement et potentiellement de déconfinement. Dernière petite introduction, si vous avez besoin d'informations relatives à toutes les interventions, que ce soit celle-ci ou la précédente ou celles à venir, vous avez un petit point d'exclamation info dans le titre de l'intervention pour lequel vous aurez un lien, vous aurez toutes les ressources, les textes, les vidéos des intervenantes, leurs ouvrages, etc. Je commence donc sans transition avec Alexandre Saint-Gevin. Bonjour. Bonjour. Donc Alexandre, tu es psychologue clinicien, tu es professeur de yoga et tu es également auteur. Et tu te spécialises, j'ai oublié de préciser, c'est très bien, ça fait un lien quasi direct avec l'intervention précédente, sur l'observation et l'accompagnement des athlètes e-sport, les gens qui pratiquent la compétition jeux vidéo. Est-ce que je n'ai rien oublié, à part le titre de ton ouvrage que tu vas nous rappeler, comme ça les gens entendront ta voix et pourront nous Ah dire oui, si tout va bien. alors oui, effectivement, oui, j'ai écrit un livre sur d'histoire et philosophie de la psychologie, Ouais, celui-là, parfait. donc qui porte sur comment la conception l'évolution de la conception de la machine va influencer la manière dont on va penser le psychisme, l'esprit en psychologie. Très bien, et ben c'est parfait. On a tout ça, vous aurez de toute façon les infos sur le lien donc, que je vous ai recommandé. On a également Marie Coq avec nous. Bonjour Marie. Bonjour. Donc tu es toi aussi donc professeur de yoga. Tu es auteur donc d'un ouvrage aux éditions de la découverte. Le yoga. Alors excuse-moi avec toutes ces je sais qu'il y a monde dans le titre en plus de yoga, mais ça va C'est revenir. ouais, yoga, une histoire monde. Une histoire monde, merci beaucoup. Aux éditions de la découverte, je disais, et tu es également collaboratrice d'Alexandre, en l'occurrence ici présent, à Trini Yoga, où vous enseignez tous les deux, si j'ai rien oublié. Et tu es rédactrice en Non, chef voilà. excuse-moi, voilà, je te laisse préciser. Non, je m'occupe effectivement, je suis rédactrice en chef société du magazine Styliste. Voilà, Voilà, c'est juste pour préciser qu'effectivement le livre c'est un livre de pratiquant, mais c'est aussi un livre de journaliste et de voilà, d'investigation, ouais, ouais. exactement. Très bien. Et donc enfin, j'ai également Olivier Nison avec moi. C'est la première fois, ça fait bizarre que je donne son état civil pendant une émission. Ça change. Écoute Olivier, comme tu le sais, tu as l'habitude avec moi pendant les émissions, donc je parle beaucoup. Je vais te laisser te présenter, ce sera encore mieux. Moi, là, en l'occurrence, je suis. J'ai toujours du mal, moi, à dire je suis ceci ou cela, parce que déjà, je fais beaucoup de choses, et de deux, je pense qu'on ne peut pas nous réduire à ce que nous faisons. Mais bon, je vais dire plutôt ce pourquoi tu m'as demandé de venir, c'est parce que je suis psychosomatothérapeute, mais aussi animateur d'atelier philo. Et que en plus, en l'occurrence, je me fais aussi de l'autopromo. De toute façon, pour le moment, j'ai pas d'éditeur, donc ça sert à rien. Écoute. Mais je suis en train de terminer l'écriture d'un bouquin et le titre, c'est Un monde plus juste. Juste est à prendre au sens de justesse et non de justice. Mais bon, je vais pas développer ça, c'est pas le propos. Et en fait, dedans, j'ai tout un pan qui parle justement de tout ce qui va être l'injonction
au bien-être, l'injonction au bonheur, l'injonction à l'instant présent, ce genre de choses, et où j'essaye, moi, à mon humble niveau, d'apporter mon éclairage sans pour autant condamner la tentative qu'on pourrait mener d'incarner, entre guillemets, l'instant présent, mais en même temps en essayant de nuancer certains poncifs à mon égard qui peuvent être par moments promulgués par certains auteurs et ou, pour aller plus loin, gourous, entre guillemets. Ok, bah, très bien. Donc une belle introduction. On va, comme je le rappelle, revenir sur la question de notre sujet aujourd'hui. On va beaucoup réfléchir et penser la question du bien-être en temps de confinement. Enfin, ailleurs, pas seulement, mais évidemment également, pour se demander déjà qu'est-ce qu'on peut ranger d'une certaine manière sous l'égide, que ce soit dans vos pratiques, dans vos observations de la vie de tous les jours, sur ce qu'on appelle le bien-être. Ça peut peut-être être un début pour délimiter notre réflexion. Moi, je veux bien commencer, mais en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Moi, j'aimerais bien commencer par une distinction. Il y a des mots comme ça qui malheureusement sont devenus galvaudés à mon sens. Enfin, ils ont tellement été utilisés, on en a tellement usé et abusé, et voire même ils ont tellement été utilisés à des fins, bon, alors soit maladroites, soit carrément manipulatrices. Et c'est vrai que du coup, j'ai toujours du mal, moi, aujourd'hui, dans mon vocabulaire personnel, à utiliser des termes comme bien-être. Mais si je devais déterminer, selon moi, ce qu'est le bien-être, c'est pas forcément un état d'absence de souffrance, hein, mais ça serait plutôt un état où on est capable d'accueillir les choses telles qu'elles sont, sans pour autant s'y résigner. Hein, et à partir de là, je ferais plutôt, moi, un parallèle avec la notion de plénitude, au sens où ou même, j'ose le dire, de paix intérieure, mais pas, encore une fois, pas la paix intérieure miraculeuse qu'on obtient d'un claquement de doigts ou grâce à une formation de 3 semaines en e-learning. Non, vraiment quelque chose qui s'acquiert avec le temps et surtout à différents niveaux, mais ça, je pense qu'on y reviendra plus tard. Ok, c'est pas mal comme dimension à charge, mais que je trouve assez légitime. Alexandre ou Marie, peut-être, sur l'appellation bien-être, est-ce qu'elle recouvre à vos yeux? J'y vais, Alex? Oui, vas-y. Ouais. Okay. En tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que avant le confinement, on imaginait le bien-être plus comme les pratiques, en tout cas, qui sont rangées dans le bien-être, c'est les pratiques dont on va parler aujourd'hui, à savoir le yoga, la méditation, éventuellement les bains de forêt, enfin bon, toutes ces choses-là qu'on va rentrer dans des pratiques soi-disant nouvelles, etc. Bon, bref, peu importe. Là, ce que je trouve intéressant pendant le confinement, je trouve que ce qui est assez emblématique, c'était l'émission d'Ali Rebéi, qui est une émission de vie quotidienne là, qui a pris le relais dès le premier jour du confinement pour faire une version étendue de 2 heures pour en fait répondre un petit peu à la demande des gens. Et on a vu dans cette émission, comme on a vu sur les réseaux, que finalement les pratiques de bien-être pendant le confinement, c'était à la fois les pratiques dont je viens de parler, le yoga, la méditation, etc. Mais ça a été beaucoup la fabrique du pain. Hein. Ça, si vous n'avez pas vu ça sur vos réseaux, c'est que vraiment, vous avez été vraiment déconnectés. C'était voilà, des choses comme ça, la fabrique du pain, la cuisine, le fait de ranger, faire des puzzles, etc. Donc, il y a aussi peut-être, je pense, une dimension d'absorption de soi-même. Voilà, c'était quelque chose qui permettait à la fois, donc je pense qu'avant le confinement on pensait plutôt à quelque chose pour se recentrer. Là il y avait quelque chose aussi de plus de presque plus d'être dans le flow, quoi, d'être dans une espèce de flow mental qui permettait de pas trop penser à l'extérieur, quoi. Alexandre? Je trouve que ce que vous dites tous les deux est assez juste, et je rebondirai un peu sur ce que vient de dire Marie sur cette sur ce déplacement de la définition du bien-être pendant le confinement. En psychologie, on différencie 2 définitions du bien-être. Il y a le bien-être subjectif et le bien-être psychologique. Le bien-être subjectif, en fait, ça a été défini en 84 par Dainer, on le définit comme une évaluation de l'existence qui se caractérise par les affects positifs. Et Marie, c'est exactement ce qu'elle vient de dire, c'est que pendant le confinement, on a valorisé la notion de bien-être subjectif, alors que le bien-être psychologique, c'est la capacité de l'individu à donner un sens à ce qu'il fait, à ce qu'il ressent, à son existence.
Et pendant le confinement, on s'est vraiment déplacé vers le bien-être subjectif. Et ça pose d'autant plus de problèmes parce que on sait que ce bien-être subjectif, il y a eu plusieurs études, hein, je ne vais pas vous citer tous les auteurs, mais on sait que premièrement, il est beaucoup plus fluctuant que le bien-être psychologique, qu'il génère beaucoup plus d'anxiété, qu'il engendre des erreurs de prédiction sur ce qui va nous faire du bien ou pas, et qu'il est limité par l'adaptation hédonique, c'est-à-dire que plus quelque chose va nous donner de plaisir, plus on va s'habituer, et donc plus on va devoir l'augmenter, le faire encore plus. Et on le voit, hein, je reprends l'exemple du pain que donnait Marie, où on voyait les gens au début faire une petite boule de pain, et puis après, il fallait mettre des graines, il fallait que le pain soit de plus en plus gros, etc. Et pour que ça puisse avoir un effet, quoi. Pardon, je me permets de rebondir sur Alex aussi, c'est que ce que j'ai trouvé très étonnant pendant ce confinement, c'est qu'on a beaucoup parlé effectivement de ces pratiques de bien-être et on a très peu parlé de santé mentale, par exemple. Et c'est quelque chose qui, alors c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise moins en France qu'aux États-Unis par exemple, mais ce truc de santé mentale a complètement, était pas du tout dans le débat public. Et quand on en parlait, c'était pour avoir des psys pour dire en gros, être sur toujours ces concepts de résilience, etc. Et c'est comme si en fait il y avait des gens qui étaient plus capables que d'autres de bien vivre ce confinement, mais comme si la norme c'était avec justement ces pratiques de bien-être, etc., de pouvoir accepter que cette situation qui est complètement absurde puisse avoir du sens, quoi. Et alors que le sens de ce confinement, le sens existentiel peut-être, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, n'a jamais été abordé, n'a jamais été questionné. Et ça, j'ai trouvé que c'était une espèce de grand écart qui a été demandé aux gens, que j'ai trouvé extrêmement périlleux, personnellement. Voilà. On avait... Je t'en prie, Olivier, vas-y. Tu faisais succinctement référence à la résilience. C'est quelque chose qui est, selon moi, et bien souvent soit mal compris, soit mal utilisé. Ça reste quand même un concept, je trouve, moi, personnellement, à bien des égards intéressant, mais à partir du moment où on l'englobe dans un tout, c'est-à-dire qu'on en fait... Mais c'est comme toute chose, en fait. Hein. Dans mon accompagnement, il peut m'arriver de travailler avec les personnes que j'accompagne à ce qu'elles apprennent à se détacher de leurs pensées. C'est pas toujours évident pour tout le monde de le faire par le biais de la méditation. Et, les clés d'entrée, des fois, pour se lancer dans la méditation, c'est évidente. Surtout, en plus, on y reviendra peut-être plus tard, mais la manière dont c'est... Moi-même, personnellement, je pratique la méditation de manière quotidienne, au moins une demi-heure par jour, si ce n'est plus en matière de temps ou de nombre de fois, mais bon, mon emploi du temps me permet. Mais c'est vraiment quelque chose qui me fait un bien fou. Et c'est vrai que j'ai conscience qu'avant d'en être arrivé à ce stade-là, il a fallu beaucoup de temps. Mais c'est un peu pareil, même si le parallèle peut paraître maladroit, avec les notions de résilience. Déjà, il faut des prérequis, je pense, dans le sens où, pour citer Nietzsche, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, à la condition, et on oublie souvent de rajouter la condition que Nietzsche lui-même avait rajoutée, d'être en capacité de donner du sens à ce qui ne nous a pas tués. Parce que dans un autre cas, ce qui ne nous tue pas tout de suite, je vais y arriver, finit par en fait nous affaiblir et peut-être même nous mener jusqu'à la mort. Donc à partir de là, il y a quand même des nuances à apporter. Ouais. Et la résilience est plus ou moins liée à cette maxime de Nietzsche, qui est de dire à un moment donné, oui, la capacité à absorber un choc émotionnel et à s'en relever, voire même à en faire quelque chose qui nous a nourri et qui nous a permis de... Mais encore une fois, c'est si et seulement si on a peut-être, alors de manière innée ou acquise, hein, ça c'est très complexe de déterminer lequel... moi je pense que c'est toujours un peu des deux, d'avoir cette capacité d'absorption. Les ressources, c'est quand même un prérequis. Et pour finir mon parallèle qui peut paraître maladroit, le fait de faire du pain peut être un outil qui permette d'apprendre à se détacher de ses pensées, mais alors déjà il faut que ça corresponde à la personne, il ne faut pas que ça soit une corvée, et puis surtout il ne faut pas que ça soit une fin en soi, c'est un moyen, pas une fin, c'est-à-dire qu'effectivement si on se dit tiens, grâce à ça, je vais me sentir bien. On tombe dans le fait de rajouter des graines parce qu'il en faut toujours plus et on est dans alors qu'en fait, c'est l'un des outils, mais bon, il se suffira pas à lui-même. Il s'inscrit dans un ensemble de choses très complexes
Et puis surtout, je pense que la notion de cadre, et là je vais reciter Boris Cyrulnik avec sa notion de pression du milieu, va aussi énormément jouer sur notre capacité à pouvoir faire de cet outil quelque chose qui va nous être bénéfique sur le long terme. Mais d'ailleurs, en tout cas, en vous écoutant, il y a énormément d'éléments qui me reviennent, ça sera autant d'éléments de relance. Il y en a déjà un qui est extrêmement notable et je sais pas si on peut dire inquiétant, c'est qu'il y a eu une espèce d'impasse sur les questions de santé mentale, médiatiquement parlant, évidemment, comme le rappelait Marie tout à l'heure. On m'a donné d'ailleurs des résultats assez récents de retour dans le 93 du côté de Saint-Denis, dans un article que vous retrouverez évidemment dans toutes les ressources comme pour les autres interventions, qui faisait état d'une hausse de ce qu'on appelle des épisodes délirants, des bouffées délirantes, donc dans les hôpitaux d'admission d'hôpitaux psychiatriques, et très intéressant aussi, avec sans distinction genrée, c'est-à-dire homme comme femme, mais avec un pic et quels que soient les milieux sociaux, etc. Donc déjà, ça, c'est un exemple qui vraiment emboîte le pas à Marie. Il y a un deuxième point dont on discutait, je dirais, en off avant même de commencer cette discussion, c'est l'injonction au bien-être. Hein. C'est évidemment le sous-titre, déjà là, on le donne un petit peu dans l'intitulé, c'est tu dois faire comme ça parce que c'est extrêmement instagrammé, parce que si les autres le font, ça sera bon pour toi. Et je reprends le modèle d'Alexandre qui est troublant parce que je pense que vous avez créé des images quand il est intervenu. C'est un modèle qu'on retrouve clairement dans la toxicomanie. Enfin, c'est des shoots en fait, c'est des espèces de shoots comme ça, de shoots de bien-être. On a l'impression d'être des petits rats de laboratoire d'une boîte de Skinner et ah bah voilà, je vais faire du pain, donc je vais rajouter de plus en plus d'artifices, de trucs, et je ne vais même pas me questionner. Est-ce que ça me renvoie à quelque chose dans le côté nourricier du pain? Est-ce que ça me renvoie à quelque chose d'un plaisir de faire de mes mains? Non, c'est simplement je fais parce que, tiens, c'est une opportunité comme une autre. Voilà, en tout cas, moi, déjà, ça m'envoie sur ces bases-là. Je ne sais pas si vous souhaitez justement rebondir sur les différents points que vous m'avez inspirés. Ouais, si, parce qu'en fait, effectivement, ce que je trouve intéressant, c'est que alors, il n'est pas question de dire quoi que ce soit sur la valeur de faire du pain ou pas de faire du pain. Bien sûr. C'est vraiment pas la question. Ouais. Moi, je comprends pas, mais c'est personnel. Je veux dire, j'ai d'autres pratiques de bien-être, etc. C'est pas la question. Mais ce que j'ai trouvé, voilà, par rapport aussi à ce que disait Alexandre, effectivement, sur la différence, c'est aussi l'absence, par exemple. On a considéré que là, les gens étaient sous le choc, par exemple. Mais on a mis dans le même tas ceux qui avaient peur du virus, ceux qui étaient phobiques du virus, ceux qui ont l'impression que la société est en train de s'écrouler, ceux qui ont commencé à ne plus croire à la société, qui ont trouvé que le libéralisme c'était trop, certains qui ont eu peur des violences policières, etc. Et tout ça a été amalgamé dans un grand truc de « Ah, mais c'est choquant » et il va falloir trouver au fond de soi les ressources pour accepter cette situation. Et c'est ça, moi, que j'ai trouvé, encore une fois, la dictature du... Moi, je suis pour le bien-être. Je veux dire, on est tous dans des pratiques ici, ça veut dire qu'on y croit quand même. Mais c'est que là, il y a eu quelque chose comme si ça devait se substituer. Et justement, cette injonction, alors notamment dans le yoga, enfin, je ne sais pas si vous voulez qu'on aille plus précisément là-dessus, mais comme il y a eu des injonctions à réussir son confinement de manière globale à différents points, il y a eu aussi une injonction à réussir notamment quand on est yogi, pratiquant, méditant, enfin bon, peu importe, à prendre ça comme une retraite et prendre ça comme une chance de retraite. Or, c'est pas la même chose que de faire une retraite quand on a l'impression que le monde est à peu près OK et que si on se retire, il n'y a pas tout qui s'effondre, etc. Que là, il y avait quelque chose où je pense qu'il fallait avoir des pensées politiques, économiques et philosophiques existentielles, et que ça ne pouvait pas être remplacé. En tout cas, si vous voulez, avant le confinement, moi, je me suis toujours un peu énervée quand on disait « Ah, mais les pratiques de yoga, les pratiques de méditation, c'est un retour sur soi, c'est une façon de ne pas voir le monde. » Or, je trouve que ce n'est pas vrai en manière générale, mais je trouve que là, pendant le confinement, on s'est servi, on a utilisé le yoga et la méditation pour en faire un modèle, pour en faire une façon de se retirer du monde, parce que c'était plus simple aussi que... c'est quand même plus facile qu'une population réfléchisse à comment elle fait son pain ou quelle posture elle va faire, elle va essayer de passer le matin ou comment elle va organiser son espace de méditation ou ranger ses placards,
que de réfléchir à voilà, les vraies questions qui ont été posées pendant ce confinement et qu'on a quand même très peu entendues globalement, je pense. Voilà. J'aimerais rebondir sur ce que dit Marie parce que effectivement il y a cette manière dont le yoga a été repris pendant le confinement comme tu as tout à fait raison, comme une sorte de retraite de yoga, mais dans le sens vraiment retrait du monde, de ne plus avoir de lien avec le monde, ce qui est totalement en contradiction avec les textes du yoga, puisque les textes du yoga, le principe, c'est de dire que il y a deux soi. Il y a le soi qui est notre subjectivité et il y a le soi qui est l'ensemble des êtres vivants de la nature qu'on appelle le purusha. Et en fait, le principe du yoga, c'est justement de dépasser son propre soi pour aller vers cette connexion avec tout le monde. Et donc, du coup, c'est tout le contraire de se retirer du monde. Effectivement, les textes de yoga disent qu'il faut se retirer de la vie humaine, mais pas dans ce sens-là, c'est-à-dire se retirer des problèmes de la vie humaine qui, justement, nous empêchent de nous connecter avec le monde. Et donc, du coup, là, on voit qu'il y a eu une manière d'interpréter les choses qui pose problème. Ouais. Et en plus, l'autre chose, c'est que je voulais revenir sur cette question du cadre aussi dont vous parliez tout à l'heure, où par rapport à Cyrulnik, où il dit que la résilience nécessite un cadre particulier. Bon, déjà, juste avant de dire ça, il y a déjà un problème là dans la même façon dont les médias utilisent résilience, parce qu'ils confondent coping et résilience. Et en fait, le coping, c'est les stratégies, la manière dont l'individu psychiquement va réussir dans une circonstance traumatisante à mettre en place des procédés pour pouvoir continuer à exister, à vivre, etc. Malgré tout. Alors que malgré tout, exactement. Alors que la résilience, c'est dans l'après-coup. Comment, après coup, la personne va intégrer tout cela pour pouvoir, malgré tout, continuer à exister avec ce qui s'est passé. Et donc, du coup, on nous parle de résilience dans un moment actuel, alors que ça ne correspond pas du tout à ça. Et le pire, c'est que cette résilience, et là, je fais le lien avec cette notion de cadre, c'est que cette résilience, on va l'amener comme le fait de rentrer dans le cadre qu'on nous propose, qui est celui d'une survalorisation du bien-être subjectif. Et ça pose d'autant plus de problèmes parce qu'il y a eu un psychologue qui a particulièrement étudié ça, c'est Mauss. Mauss, il a montré plusieurs choses déjà, c'est que quand dans une société on valorise le bien-être subjectif, ça augmente le stress et les affects négatifs des individus, plus ça augmente le sentiment de solitude. Donc forcément, dans une société où on va valoriser le yoga comme étant une pratique du bien-être subjectif, on va augmenter, en montrant qu'il faut être dans le bien-être, le stress, les affects négatifs et le sentiment de solitude à un moment où justement on est confiné, quoi. Oui, ouais, c'est intéressant. Oui, Olivier ? Alors, deux choses que du coup c'est très intéressant ce que vous venez de dire tous les deux. Alors, je compte sur toi, Mehdi, pour la deuxième partie parce que ouais. Mais en fait, ce que je voudrais réagir sur alors moi plus par rapport à ma pratique de la méditation, parce que le yoga ne le pratiquant pas, je peux pas m'exprimer, mais je pense que ça va rejoindre plus ou moins ce que vous dites. Quant au fait de ne pas se retirer, mais plutôt entre guillemets l'inverse, mais je vais développer, mais aussi, c'était toi Marie tout à l'heure, oui, qui parlait de réussir son confinement. Et c'est là où je compte sur toi Mehdi pour rappeler que moi à un moment donné je veux réagir dessus. Bref, je pense qu'il est quand même important que je définisse ma conception personnelle de la méditation qui bien évidemment n'engage que moi, mais pour expliquer pourquoi je pense aussi qu'il n'est pas question de se retirer du monde, mais plutôt de s'y inscrire. En fait, pour moi, la méditation, peu importe alors la manière, entre guillemets, dont on la pratique, dans le sens, peu importe qu'on soit en tailleur, assis, j'ai même entendu quelqu'un qui me disait qu'il pratiquait la méditation debout, les yeux ouverts en fixant un mur. Pourquoi pas ? Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je pense que je ne sais pas si j'y arriverai de la même manière que lui. J'en sais rien, en même temps, je n'ai jamais essayé. Toujours est-il que, pour moi, ça, c'est vraiment secondaire, la posture. Par contre, ce qui, à mon sens, est plus intéressant, et sans dire important, parce qu'important, ça voudrait dire qu'il y a un enjeu, c'est de développer la capacité à être présent à ce qui est tel que c'est. Je m'explique, par exemple, y a, là, moi j'aime bien, en ce moment il est en train de pleuvoir, mais quelqu'un qui n'aimerait pas la pluie,
et qui médite et qui entend la pluie, bah, le fait, c'est de se dire, ok, très bien, j'apprends, je développe la capacité à être présent à cette pluie, mais pas que, parce qu'il y a tous les autres éléments, j'apprends, et le terme apprentissage est très important parce qu'il est question quelque part d'expérience, et je vais y revenir après, à me détacher de ça, à ne pas lutter avec le fait qu'il pleuve dehors. Mais ça vaut aussi pour un nez qui gratte, ça vaut aussi peut-être même pour un mal de tête, ça vaut aussi peut-être même pour la présence d'une émotion qui pourrait être qualifiée de négative. Et c'est là où pour moi, là, il y a un problème quand on commence à catégoriser les émotions, il y a les négatives. Ou non, en fait, je ressens une colère, ok, j'essaye d'être présent du mieux que je peux à cette colère. L'idée étant vraiment de se dire, ok, très bien, je fais ce que je peux avec les moyens qui sont les miens. C'est-à-dire que, ok, très bien, là, je ressens une colère. Bon, j'essaye de l'accueillir. Mais en fait, du coup, c'est pas si simple que ça, parce que je sens que quand je l'accueille, finalement, je culpabilise. Je culpabilise de ressentir de la colère, parce qu'on m'a dit qu'en fait, c'est bien de ressentir de la colère. Mais plutôt que de lutter avec la culpabilité et de se dire, mais c'est pas bien de culpabiliser, c'est de se dire, ok, très bien, bon, ça fait partie de ce fameux tout. Il y a aussi de la culpabilité, il y a la pluie dehors, il y a, je sais pas, moi je ressens peut-être le vent, j'ai aussi peut-être des pensées qui pop comme ça, et puis il y a aussi cette colère et cette culpabilité. Donc j'essaye du mieux que je peux d'être présent à cette culpabilité. Le tout étant de se dire, ok, d'essayer autant que possible de ne pas analyser ou de ne pas chercher à comprendre, c'est-à-dire d'être présent. Mais si en fait je me rends compte que je suis en train d'analyser ou d'essayer de comprendre, c'est pareil, c'est de se dire, ok, très bien, je suis présent à tout ça. C'est vraiment de travailler à se dire, ok, il se passe ce qui est en train de se passer. Et c'est pas en cherchant à avoir le contrôle dessus que ça va changer quelque chose, bien au contraire. Parce que on parlait du pain tout à l'heure, mais moi je trouve que ça peut valoir pour la méditation. On peut faire de la méditation un outil de contrôle. Oui, justement, c'est ce qu'on va voir. C'est complètement contre-productif. C'est-à-dire qu'à partir de là, on se retrouve dans la situation où, en fait, on a une attente. Et c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que pour moi, la méditation, c'est développer la capacité d'être présent à tout ce qui est tel que c'est, sans rien attendre, quelque part. Donc, c'est-à-dire ne pas attendre d'être mieux, entre guillemets. Voire même, puisque le truc est souvent vendu, c'est le fait de dire, oui, le package, de faire le vide en soi. D'ailleurs, moi je tiens à préciser, alors je ne sais pas si on me confirmera, on m'infirmera, mais en tout cas, moi c'est la sensation que j'ai eue, c'est que développer la capacité à faire le vide en soi, c'est plutôt développer la capacité à faire le tout, c'est-à-dire à être présent à toute chose de manière égale. Et c'est là où justement pour moi la méditation n'a pas pour but de nous isoler, mais plutôt de nous connecter. Je vais reprendre ton terme, Olivier. Je vais reprendre ton terme parce que tu m'as demandé, donc je me saisis de l'occasion de te reprendre. Ouais. Tu t'as parlé du terme contrôle. Moi, j'aimerais bien rebondir là-dessus, dans le sens contrôle. Il y a deux points qui me viennent à l'esprit. C'est déjà, je vais y aller en mode toute berzingue et vous me calmerez si c'est peut-être un peu trop extrême. Là, on est dans un discours peut-être d'une forme de déni dans la construction qui peut y avoir de ces relaxations-là, de cette espèce de package du yoga qui est censé nous faire totalement nous faire abstraction de tout, pour pas dire de soi-même. Et il y a un deuxième point, quand j'entends déni, moi quand j'entends contrôle, pardon, quand tu as utilisé le terme, j'entends le terme discours dominant. C'est-à-dire, comme disait Hitchcock pour d'autres raisons, à qui profite le crime. C'est-à-dire, en gros, là, ce discours-là dominant, de prendre l'appli, tu parlais de son de la pluie, qui soit naturel ou qui soit au travers d'une application pluie ruisselante et relaxante pour optimisation de la relaxation. À qui ça sert en fait ces éléments de package substitutifs ou cette fameuse mode, on en parlait effectivement avant l'intervention, les fameuses applications Petit Bambou et compagnie dont on parlait avec Marie. Donc voilà, moi j'aimerais relancer, plus recentrer sur pourquoi effectivement vraiment cette émergence, elle n'est pas nouvelle hein, évidemment, mais pourquoi cette émergence aussi forte pendant le confinement. Avant de laisser la parole à Marie, je voudrais juste terminer rapidement. C'est-à-dire que, parce que ce que tu dis sur le contrôle, ça rebondit sur ce que disait Alexandre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, il y a une partie de déni, mais même dans certains cas, comme le disait, alors il ne le disait pas comme ça Alexandre, il peut y avoir aussi une situation, ce que moi j'appelle une situation de mise en échec. C'est-à-dire on met l'autre en situation d'échec.
C'est-à-dire que soit il va être dans le déni de ce qui peut se jouer en lui ou à l'extérieur de lui, soit carrément il va à un moment donné se dire je suis pas capable de faire quelque chose que je suis censé être capable de faire, puisqu'on me le dit. On me dit d'arrêter de penser à mes pensées négatives. Donc s'il me le dit, c'est que c'est possible. Et c'est là où justement pour moi, c'est toute la notion de l'enjeu. Quand je médite, je ne cherche pas à faire le vide en moi. Il y a même des fois où ça ne se passe absolument pas. Et c'est OK. Je n'ai pas la sensation d'avoir loupé ma méditation. Il n'y a pas de finalité, oui, il n'y a pas de finalité utilitaire. C'est pas l'enjeu, mais bon, je vais pas m'étaler sur le sujet. Je vais laisser la parole à Marie. Oui, non, moi c'était effectivement, donc ça revient à ce que dit, aux questions que pose Mehdi, et c'était aussi par rapport à ce que tu disais Olivier, tu vois, moi je suis complètement d'accord avec ta définition de la méditation, mais sauf que, à mon avis, là le problème, c'est que là on nous a fait croire que finalement, enfin on nous a fait croire, je suis pas en train de parler des Illuminati, attention que ce soit bien clair, mais rapproche-toi de ton écran et d'un coup là j'ai un vocabulaire très compliqué, mais c'est aussi que par exemple, justement cette façon dont on a utilisé les outils de bien-être pendant ce confinement, c'est nous faire croire qu'en fait, le fait que pendant 15 jours, on n'ait pas pu enterrer nos morts, que dans les EHPAD, les gens meurent seuls, etc., c'est comme d'accepter ou pas que la pluie tombe alors qu'on n'aime pas la pluie. Et c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose. C'est ça, moi, qui m'a énormément dérangée pendant, encore une fois, moi j'ai fait du yoga tous les jours, ça m'a énormément aidé à tenir le confinement, ça c'est pas la question. Mais je veux dire qu'il y a eu quand même une forme de... Je pense qu'encore une fois, ça a vraiment servi à définir ce qui s'est passé pendant le confinement. Enfin, je pense que voilà, pour dire à qui profite le crime, je trouve qu'il y a eu quelque chose comme ça, comme si c'était quelque chose de complètement naturel, aussi naturel que la pluie, ce qui est en train de se passer. Donc certes, l'épidémie, ok, d'accord, on peut penser que c'est ça, mais il y a eu les réponses gouvernementales, il y a eu la façon dont les États ont géré les trucs, il y a la façon dont la police a géré les choses, etc. Et ça, économiques, sociales. Les retombées économiques. Voilà, et ça, c'est pas la pluie. Et ça, c'est pas la culpabilité d'être en colère. En fait, c'est ça aussi, c'est que moi, les premiers temps, j'étais extrêmement en colère pour des tas de raisons pendant ce confinement. Et effectivement, je me suis vue en train de me dire « Ah là là, mais attends, avec ta pratique de yoga, cette colère, il faut... » Bon, alors bien sûr, il faut l'accepter, peu importe. Mais en fait, ce n'est pas la question. C'est pas la question, ce que je ressens moi en tant qu'individu pendant mon confinement. Ou en tout cas, c'est une question, mais qui est différente de est-ce que j'ai le droit d'être en colère pour des choses qui se sont passées pendant le confinement. Il existe de saines colères et des colères que j'appellerais sacrées. Donc, la colère, c'est ni bien ni mal, en fait. Hein. C'est toute la question comment on l'accueille et voir potentiellement ce qu'on en fait. Et je pense qu'Alexandre, il veut rebondir. Ouais. J'étais en train de réfléchir à tout ce que vous disiez. Ouais. Sans compter. Pardon. Je pensais premièrement à une chose que tu disais quand tu parlais du fait qu'on nous disait qu'il fallait arrêter de penser, d'avoir une pensée négative. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a été très repris par la psychologie cognitive et comportementale, qu'ils ont repris au yoga. Dans les Yoga Sutras, texte écrit au IIIe siècle avant Jésus-Christ par Patanjali, qui est on n'est pas très sûr pour la datation, hein, il y a différents... qui en fait est le premier livre qui va systématiser le yoga et donc donner des règles ou plutôt des voies, des directions pour sa propre pratique. Déjà à cette époque-là, il explique que quand, je sais plus dans lequel c'est, je crois que c'est le dernier Pada, le dernier chapitre, mais il explique que quand on a une pensée négative, on ne peut pas diminuer cette pensée négative en voulant qu'elle cesse. Et la technique qu'il donne, lui, c'est à chaque fois que cette pensée négative vient, essayer d'avoir une pensée opposée, donc positive. Et quelque chose qui a été beaucoup repris par la psychologie cognitive. Et on sait justement, je veux dire, ça c'est Freud qui l'a très bien montré avec l'homme aura, que plus la personne face à une pensée négative va vouloir la faire cesser, et plus la pensée va revenir, et plus la personne va culpabiliser, cette culpabilité va engendrer de contrainte, encore plus de... Voilà, exactement. Pardon. Non, et voilà, et donc je voulais rebondir sur un autre truc, mais là j'ai l'impression de l'avoir un peu perdu. J'étais en train de repenser à cette fonction du yoga.
en fait dans les Yoga Sutras, en fait c'est un ensemble d'aphorismes comme ça. Et le troisième, c'est Yogashita Vritti Nirodham, qui veut dire que le yoga, c'est la cessation la cogitation. C'est ça le but du yoga, c'est ça le but du fonctionnement. Et donc, c'est pas l'arrêt des pensées, hein, parce que justement, on invite à penser d'une autre manière avec le corps, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot vritti, qui renvoie, lui, à la fois à la cogitation, mais aussi à ce qu'on ressasse, parce que vritti, ça renvoie aussi au cercle, à la roue. Et en fait, c'est pas n'importe quelle sorte de pensée qu'on cherche à arrêter, c'est ces pensées qui tournent comme ça, avec cette pratique du yoga. Et non, je sais plus pourquoi je voulais dire ça par rapport à quelque chose que tu avais dit. J'ai plus trop le lien. Quand tu dis pensée qui tourne, pour être sûr de bien comprendre, parce que je suis pas aussi pointu que toi et Marie en termes de yoga, est-ce que ça peut être aussi ces pensées qui peuvent être qui tournent en étant provoquées, qui ont un effet sur le corps? Je m'explique. Je pense notamment à la pratique sportive. Et il y a toutes ces discussions, tous ces débats dans le champ du sport où il y a des personnes qui vont plutôt avoir tendance à pas interdire purement et simplement, mais à déconseiller l'écoute qui est totalement ritualisée de musique pendant, par exemple, la pratique du footing, du sport, dans le sens où on n'est plus du tout à l'écoute de son propre corps. Est-ce qu'il y a des cas de figure comme ça aussi, où tu vas provoquer artificiellement quelque chose qui va pas forcément te faire cogiter, mais en tout cas venir continuer à faire tourner la machinerie humaine, pour reprendre un peu aussi cette métaphore de la machine dans ton ouvrage, en général, ou pas forcément? Ou est-ce que c'est éloigné? Là, non, en tout cas, là, dans le yoga, et puis Marie, peut-être tu réagiras par rapport à ça. Ce dont il est question ici, à travers cette question du vritti, c'est-à-dire les pensées comme ça qui en fait sont toujours les mêmes en fait, mais après c'est des pensées qui sont aussi dans le corps, hein, c'est-à-dire la manière dont on va penser son corps, dont on va le mouvoir, etc., qui sont toujours les mêmes. Le but du yoga justement, c'est d'essayer de ne plus être enfermé dans ces espèces de mécanismes, dans ces espèces de répétitions. Ouais. Et donc, d'un coup, en disant ça, j'ai le lien par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Je repensais à un truc que moi, je dis souvent, alors là, en tant que prof de yoga, à mes élèves en début de cours, ou quand je leur parle d'Instagram et autres, et de tous ces trucs où il y a le bien-être, où on nous dit il faut ceci, le yoga va vous permettre d'être bien foutu, de vous sentir bien, et puis qui en même temps fait poser la responsabilité sur les gens, du coup, parce que c'est leur faute, donc s'ils vont faire du yoga, enfin bon, tout ça. Et moi, j'aime à rappeler, quand on parle de tout ça, c'est que la notion de bonheur ou de bien-être, hein, même si, par exemple, moi, j'utilise aussi bien-être pour le yoga, c'est pas des notions qui existent dans les textes du yoga. Et je leur redis ça, et je leur dis, je vous rappelle que le but du cours de yoga, le but de toute séance de yoga, c'est d'arriver à la dernière posture, Shavasana, qui est le cadavre. Et donc, du coup, quand on dit ça, ça pose quand même les choses dans le sens que la notion de bonheur, etc., c'est pas le but. Le but, on va vers cette position d'arrêt qu'est Shavasana, ce moment un peu juste où on sort de, comme tu disais, toi, en reprenant la machinerie, je dirais, moi, plus exactement, des automatismes. Lacan dit que les automatismes, pas des choses qui se reproduisent telles qu'elles sont de manière générale, c'est le fait que face à des événements, à des ressentis, on va avoir malgré soi la tendance à les penser toujours de la même manière. Voilà. J'aimerais bien... Bon, déjà, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la notion d'un biais cognitif qui s'appelle l'erreur fondamentale d'attribution, celle qui fait qu'on va estimer qu'un comportement, qu'il soit... qualifié de positif ou de négatif serait uniquement lié à la simple volonté de la personne, ce qui est beaucoup plus complexe que ça en général. Bon, ça, je ne vous apprends rien. Mais plus, en tout cas, moi, comment je considère les choses sur le plan purement personnel et philosophique par rapport aux notions de pensée qui peuvent venir nous hanter, c'est le terme que toi, c'est vraiment de travailler à développer la capacité de penser sans réfléchir.
C'est-à-dire vraiment qu'il y ait des pensées, elles sont là, mais je travaille, j'œuvre, et j'insiste vraiment sur ce terme-là, à ne plus m'y accrocher, à ne plus lutter. Elle est là, ok. Et donc, du coup, à partir de là, elle n'est pas toute seule, en fait. Parce que je pense même que ces pensées dites positives, et j'ai toujours du mal avec ce terme-là, en fait, elles sont là aussi, quelque part. Mais c'est juste qu'on les voit moins parce qu'on est amené à être plus focalisé. Mais c'est très complexe, ces idées-là, parce que, comme tu le faisais remarquer tout à l'heure avec les notions c'est pas tout jeune, hein, ça a des siècles. Et puis surtout, ça a été écrit dans des langues et dans des cultures extrêmement différentes des nôtres. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est-à-dire que là, je te prends 2 exemples, moi, qui m'ont personnellement beaucoup servi dans ma vie. Entre autres, hein, mais le Tao Te Ching dans une moindre mesure, j'en ai pris un au hasard, mais même si je ne me considère pas comme bouddhiste, j'ai pris un livre mais le bouddhisme au sens large. Cela dit, en fait, ça m'a vraiment été plus accessible, et je n'ai pas dit que j'avais compris, hein, surtout le Tao Te Ching, à partir du moment où j'avais lu ce bouquin, La pensée chinoise de François Julien. De François Julien. Pourquoi ? Parce qu'il donne énormément de clés. Ça permet d'essayer d'adapter le plus possible notre manière de concevoir le monde à ce genre de pensée, parce qu'en fait, c'est des conceptions, c'est des cultures différentes, c'est des époques différentes. Il y a tellement de paramètres qui changent que quand on essaye de se les approprier, on a vite fait de mal les interpréter. Et je dirais même si tu fais partie de la culture, de l'époque et tout ça, tu as des chances de mal les interpréter. Donc déjà, mais moi, il y a un truc souvent qui me fait sourire, c'est les... alors peut-être que je suis taquin, peut-être que je suis dans l'erreur, et je serais heureux de savoir que je suis dans l'erreur. Mais toujours est-il que moi, je pense que c'est très sociétal, cette idée du clé en main et de la notion d'immédiateté. Très rapidement, on va arriver à cet état-là. J'ai l'exemple juste derrière moi, Siddhartha Gautama, avant de devenir le Bouddha. C'est-à-dire avant d'atteindre l'éveil, il aurait, selon la légende, médité et pratiqué de manière très drastique l'ascétisme pendant plus de 10 années. En 10 ans, il aurait consacré sa vie à ces pratiques-là avant d'atteindre l'éveil. Donc, si tant est qu'il soit possible d'atteindre l'éveil, c'est pas encore mon cas, je ne sais pas si ça m'arrivera un jour, il faut déjà avoir l'humilité de se dire, bon, si le bonhomme, lui, en consacrant énormément de temps, ça lui a pris 10 ans, peut-être que ça m'en prendra peut-être plus, peut-être pas, on n'en sait rien. Moi, j'adorerais, dans 3 mois, atteindre l'éveil, je viendrai vous voir en vous disant, c'est formidable, j'ai atteint l'éveil. Bon, ça fait des années que je me dis que c'est pas encore le cas. Je m'y prends peut-être mal, tu me diras. Hein. Tu nous vendras peut-être une formule clé en main pour atteindre l'éveil. Ce serait le comble. Je me permets de t'interrompre d'une part pour les références et pour donner la parole, parce que là le pont est trop évident pour pas redonner la parole à Marie. Tu parlais des origines et des différences de culture. Alors on a parlé effectivement des solutions un peu clé en main et d'injonctions par outils numériques interposés, les petits bambous, toutes les applis qui ont popé, les cours vidéo, etc. Alors je sais que Marie, tu parlais de choses qui t'horripilaient dans les réflexions actuelles. Il y en a un autre qui te questionne ou au moins te fait sourire, qui sont, tu parlais de la dimension du rapport du corps qui est plus dans un côté corps super sculpté par le yoga, cours avec des profs qui ont, alors pourquoi pas, mais des espèces de micro-casques avec des centaines, voire des milliers de personnes sur des places en mode très californien. Et puis surtout, les origines même, en te lisant et en t'écoutant sur certaines interviews du yoga, où tu rappelles la dimension de comment, ironiquement, le yoga a été une manière de réappropriation de leur propre culture, c'est-à-dire qu'il faut rappeler que c'était de par la venue des colons britanniques que effectivement les Indiens se sont ressaisis du yoga qui était le leur pour en faire autre chose et pour en faire une certaine forme aussi de soft power, de manière de partir, de migrer, notamment tu parles des migrations aux États-Unis et d'en faire quelque chose qui soit à la fois comme on dit dans les accroches très très clichés entre tradition et modernité. Donc tout ce chemin-là, c'est pas sans effet, ça laisse des traces. Je voulais te faire un pont vers ça parce que je pense que c'est assez important à resituer. En effet,
une terre de contraste, tu vois, pour aller avec son tradition et modernité. Et une terre de contraste, mais qui explique aussi ce clé en main qu'on a aujourd'hui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a en gros la vision de un yoga dévoyé, qui serait donc ce yoga Instagram, etc. Et puis, à l'inverse, un yoga très traditionnel, qui serait le yoga pur, qui n'aurait pas changé depuis des millénaires. Or, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et surtout, le fait que ce yoga soit si démocratique aujourd'hui, si on peut faire des cours qui se ressemblent dans énormément de parties du monde, c'est pas juste parce que d'un coup l'Occident s'est emparé, qu'il a dupliqué, qu'il a tout pillé, quoi. Bien sûr qu'il a pillé, hein, c'est ce que l'Occident sait faire de mieux, donc il s'en est pas privé. Mais il y a quand même il y a eu quand même en fait une histoire qui est beaucoup moins connue et qu'on a peut-être moins racontée, qui est qu'effectivement au tournant du XXe, enfin c'était surtout à partir de 1920, il va y avoir donc depuis l'Inde, qui est sous domination britannique, une volonté de faire du yoga un outil de soft power et un outil de l'indépendance. Parce que comme les Britanniques arrivent avec leur soi-disant supériorité physique, philosophique, militaire surtout, médicale, etc. Militaire, évidemment. Et donc, en fait, ils vont voir dans le yoga la façon de dire, OK, donc non seulement nous, on a tout ça déjà, et c'est à nous. Et en plus, on a une discipline globale qui est antérieure à votre venue. Donc, on n'en a pas besoin. Pour ça, pour que ce soit entendu, donc ils vont évidemment pas se trouver vers l'Europe, qui est aussi dans des logiques, dans les mêmes logiques coloniales, mais ils vont aller vers l'Occident, donc non colonial, qui est les États-Unis. Et donc, on va avoir effectivement plusieurs gourous qui vont partir comme ça dans ces eaux-là. Bon, je caricature énormément parce que sinon après j'en parle pendant des plombes, mais ce qui est important, c'est que quand ils partent comme ça aux États-Unis, ils vont déjà modifier le yoga qu'ils vont apporter comme étant le yoga traditionnel, mais ils vont déjà apporter des modifications. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont le rendre plus physique. Ils vont gommer les aspects religieux et ils vont, alors au début, accentuer les effets santé, qui pareil, comme disait Alexandre, d'être, alors même au-delà du bien-être, ce truc de yoga santé, c'est quelque chose d'extrêmement récent, ça ne fait pas du tout partie des objectifs du yoga au départ. Et donc, ils vont accentuer ce truc-là. Et on va avoir aussi dans les années 70 un truc très intéressant, donc là il y a une deuxième vague, la contre-culture, des choses qu'on connaît un petit peu plus, etc. Mais effectivement, le yoga va avoir un nouvel essor aux États-Unis qui va coïncider avec, d'une part, l'essor du développement personnel. Et puis, on va avoir quelque chose aussi dans la méditation. Alors, je crois que c'est la méditation transcendantale, mais je ne suis pas bien sûre. Mais on va avoir un changement de vocabulaire dans les années 70 où on va remplacer tout le vocabulaire du yoga, donc c'est-à-dire qu'il n'est plus question de samadhi ou de choses comme ça, ou en méditation. Oh là là, pardon, hop, j'ai plus de. Si ça coupe, c'est que ma batterie m'a lâché, mais je reviendrai tout de suite. D'accord. On va remplacer en fait le samadhi par la gestion du stress. On va remplacer tout ce vocabulaire qui va devenir en fait tous les enjeux du yoga ou tous les buts du yoga qui sont en plus des buts par essence inatteignables et que c'est a priori pas le but. On va les remplacer par des choses qui sont beaucoup plus communes et beaucoup plus plus accessible à chacun. Donc, c'est vrai que là, ça va être un énorme changement de paradigme pour ce qu'on attend du yoga et la façon dont on va le consommer, entre guillemets, et le présenter. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas du tout étonnant qu'on se retrouve avec ce yoga miracle qui est censé vous sauver du mal de dos, effectivement, vous rendre mieux gauler, vous permettre d'être calme à l'intérieur et puis éventuellement d'augmenter votre libido par exemple, quoi. Donc ça c'est des choses qui vont être, mais qui ont été aussi vachement poussées par tous ces gens qui ont voulu notamment et en Inde aussi faire du yoga une force pour qu'ensuite, je reviens un petit peu au début, mais l'idée c'était que ça devienne effectivement très populaire aux États-Unis et que ça revienne à la mode en Inde, parce que quand ils font tout ça en Inde, le yoga c'est quasiment en train de disparaître en réalité, quoi. C'est quelque chose de très très parcimonieux et on voit bien que ça a marché, quoi, mais avec effectivement à l'arrivée un produit qui est encore une fois, moi je suis pas contre le yoga a muté tout au long de son histoire, qui mute encore aujourd'hui. Moi je suis OK avec le principe, hein. Mais ça explique aussi pourquoi on se retrouve avec cette espèce de kit là, comme disait Olivier tout à l'heure. Oui, qu'on en perde peut-être pas la quintessence, mais en tout cas limite la philosophie même. Oui, Olivier, tu voulais intervenir ?
Non, parce que justement, ça me permet de rebondir sur ce que je t'avais dit, que tu devais me relancer dessus, tu ne l'as pas fait, vilain. C'est la notion de réussir son confinement. Et par rapport à ce que je disais, des notions d'erreurs fondamentales d'attribution, mais aussi, quelque part, de temps et ce genre de choses. En fait, c'est des choses extrêmement complexes. Hein. On parle d'un ensemble de paramètres dont une bonne partie, d'ailleurs, nous dépasse, en fait. Hein. Dépasse et notre entendement et aussi, quelque part, notre possibilité sensorielle d'accès, j'ai envie de dire. Maintenant, je prends mon exemple, parce que c'est celui que je connais le mieux. Et en l'occurrence, j'ai le sentiment de ne pas avoir souffert du confinement. Mais pourquoi ? Parce que je suis un privilégié. À bien des égards. Merci, tu y arrives. Que ça soit sur le plan matériel, c'est-à-dire que j'ai déjà un toit au-dessus de ma tête, que en l'occurrence, j'ai eu de quoi payer mes factures. Alors oui, certes, j'ai eu moins d'activité parce que mes consultations, elles étaient moindres parce que c'était que par téléconsultation et du coup, une partie des gens soit ne souhaitaient pas, soit n'étaient pas en possibilité de faire sa téléconsultation. Quand tu es une mère célibataire et que tu as tes enfants à garder, tu peux pas faire une consultation, c'est pas possible. Ou j'en passe, bref. Mais au-delà de ça, moi, ça m'a permis de finir un bouquin que j'avais commencé depuis un certain temps, mais j'avais pas le temps. Donc, quelque part, ma journée était organisée aussi autour de ça. Donc, il n'y avait pas cette sensation peut-être de vide. J'ai accès à un jardin. Ça peut paraître bête, mais dans une situation de confinement, c'est quelque chose. J'y suis jamais allé autant que pendant le confinement. C'est vrai. Moi, un de mes plaisirs, c'est quand j'en ai la possibilité. J'habite pas très loin du bois de Vincennes, c'est d'aller au bois de Vincennes pour lire. Là, en fait, en l'occurrence, je pouvais pas, mais du coup, j'avais plus le temps pour pouvoir sortir pour lire. La plupart du temps, j'ai plutôt tendance à lire le soir très tard. Et au bois de Vincennes, le soir très tard, c'est pas toujours une bonne idée. Et donc, du coup, là, je pouvais organiser ma journée. Il y a tous ces paramètres, mais il n'y a pas que ça. Je suis aussi un privilégié sur le plan psychique. Je veux dire, peut-être que, je ne sais pas, alors ça, je ne pourrais pas le garantir sur facture, mais peut-être que j'ai de manière innée des prérequis en matière de résilience, comme je disais tout à l'heure. Mais je sais, par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai fait une thérapie personnelle. Qu'aujourd'hui, moi, dans le cadre de ma profession, je suis accompagné par une superviseuse. Donc, dans une certaine mesure, c'est aussi une forme d'accompagnement. Donc, il y a ces paramètres. Et puis, je vis dans un environnement familial sain aujourd'hui. Avec ma femme, ça se passe très bien. Avec notre fille, même si elle est en période de réaction psychologique, de par le fait qu'elle a 2 ans et demi, en fait, ça se passe très bien. J'ai pas de problème de santé particulier. Donc, il y a plein d'éléments, ouais. Et j'en passe plein. Il y en a même, j'en ai même pas conscience. Il y en a même, j'en ai pas conscience. Ouais, donc, c'est facile. Moi, je trouve condescendant d'aller dire à quelqu'un, mais profite pour pouvoir te recentrer sur toi-même. Moi, dans une certaine mesure, c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Bon, même si je trouve facile. Mais quand je dis condescendant, attention, je ne soupçonne pas tous les gens de faire ça, de le faire de manière bien sûr, malveillante. ça peut partir d'une bonne intention, oui. Mais sans les réalités, si tu veux caricaturer et reprendre ton exemple, tu vas demander pour certaines personnes, alors on a parlé du yoga, mais on peut aussi aller sur le sport en règle générale, avec toutes ces chaînes qui ont explosé, avec faites du sport chez vous, à des niveaux intermédiaires, amateurs, ce que vous voulez. Il y a des gens qui ne peuvent même pas, en position allongée, faire certains des mouvements, parce que vous avez des étudiants qui sont dans des chambres de bonne de 8, 9, 10 mètres carrés, plus ou moins pas déclaré par rapport à la loi, enfin bref, évidemment il y a plein de cas de figure possibles là-dessus, on n'en sortirait pas. Je voulais en profiter pour relancer parce que Alexandre, sur toute cette question, parce que je sais que ça te tenait à cœur, des discours marketés justement, et on parlait, tu m'as appris le terme, c'est parfait, de la apicratie. Donc là on est, ça rejoint peut-être ce que disaient Olivier et Marie, dans le sens où on est si on reste sur l'exemple du yoga, on est dans un réel yoga non plus qui a muté ou qui a évolué comme disait Marie, mais dans un yoga clé en main, c'est-à-dire que vous n'avez plus, avant le confinement, vous n'avez plus d'excuses au boulot, on vous fait venir un maître yogi qui va adapter la séance à votre temps de pause, et vous pourrez pas dire qu'après dans l'open space vous avez un burn-out parce que Gérard, Mokhtar, Mamadou, que sais-je, ou Micheline vient vous embêter et piailler tout le long de la journée. Vous n'aurez pas d'excuses parce que vous aurez trouvé votre centre de gravité. Mais peut-être qu'on peut aussi orienter vers cette question des discours marketés, de l'impact que ça peut avoir aussi sur les discours de la psychologie positive, qui étaient, je sais, des sujets que tu souhaitais évoquer.
Du coup, je rebondis un peu sur ce que vient de dire Olivier. Ouais. Et moi, c'est vrai que depuis plusieurs mois, je suis des yogis sur Instagram, dont un yogi qui est Daniel Rama, qui est un yogi américain, et donc qui poste régulièrement des stories où il fait passer des messages du yoga. Et je me rappelle d'un message où il était photographié avec sa femme dans son superbe appartement américain, avec le dernier MacBook, etc., où il disait oui que le yoga c'est apprendre à se détacher des biens matériels, etc. Et il avait son appartement à je ne sais pas quand. Pour moi, je comprenais même pas que des gens puissent liker ça en fait. En matière de distance cognitive, ça se pose là quand même. Non mais voilà, c'est ça. Et donc par rapport à ça, moi, je voulais du coup aller vers ce que tu viens de dire et reprendre un peu et aussi l'histoire du yoga en m'intégrant un peu dans ce que Marie a dit. Pendant que Marie parlait, je n'arrêtais pas de faire oui, genre oui, elle a raison et tout. Mais en fait, la plupart des trucs qu'elle a dit, je les ai connus grâce à son livre. Hein. Donc bon, oui, c'est ça. Mais c'est grâce à elle que j'ai réussi à faire ces recherches. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que, en tout cas en psychologie, il y a eu 2 vagues d'intégration du yoga. La première vague, elle est vraiment au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle, où il y a un chercheur en théologie, Harold Coward, qui explique que à la fin du XIXe siècle va apparaître en même temps en Occident la psychanalyse et la traduction des textes de yoga, montrant qu'on arrive à d'après lui, ce serait parce qu'on a une conception de la science et de la médecine là qui va poser problème et qui s'est totalement développée depuis, et que les personnes vont commencer à s'intéresser à ça. Et la psychanalyse, très tôt, dès Freud, mais pas seulement Freud, Karl Abraham par exemple, ou Ferenczi, etc., vont s'y intéresser, surtout Sándor Ferenczi, vont s'intéresser au yoga, et eux, en fait, ils vont s'intéresser au yoga, mais pas trop en pillant. C'est-à-dire que Freud va s'intéresser, au-delà du principe de plaisir, en 1920, aux théories du yoga, et il va remettre en cause ce que la psychologie dit des individus grâce aux théories du yoga. Et donc, du coup, la psychanalyse va intégrer le yoga, mais dans une visée de remettre en question la pensée occidentale. Et va se développer après toutes des thérapeutiques psychosomatiques en psychanalyse qui intègrent ces données-là. C'est la première vague. Il y a une deuxième vague, et peut-être Marie nous dira si c'est lié, qui va être, à partir des années 60, ou avec par exemple des auteurs comme Alan Watts, qui vont parler du yoga, mais en créant une sorte d'orientalisme, c'est-à-dire que tout va être un peu confondu entre le yoga, le bouddhisme, le taoïsme, etc. Et donc du coup, là, il va y avoir dans ce cadre-là vraiment une sorte de perte des repères du vocabulaire, des textes, etc., pour quelque chose d'un peu global, et ça va se développer. Ce qui est intéressant, c'est que la première vague dont tu parlais tout à l'heure se développe en Europe, la deuxième aux États-Unis. Et c'est dans celle des États-Unis où, en tout cas en psychologie, où on voit que la culture indienne on va vraiment leur spolier le yoga. Et va se développer du coup dans les thérapies cognitivo-comportementales de deuxième et troisième vague, des reprises du yoga, ce qu'on appelle le yoga ou la méditation laïque, où en fait on va reprendre les techniques, mais enlever tout le vocabulaire, ce que disait Marie tout à l'heure, et mettre un vocabulaire vraiment occidental sur les termes. Et en fait, ce qui est intéressant là, c'est vous avez Garnoussi qui a travaillé sur ça. Lui, ce qu'il montre, c'est que on dit tout le temps que les TCC sont des méthodes scientifiques. Or, ce qu'il explique, c'est que, on le voit bien avec la deuxième ou troisième vague, les TCC ne vont pas mettre en place des thérapies à partir de la science. C'est-à-dire qu'elles vont prendre les pratiques du yoga et du bouddhisme, et elles vont faire passer un test avant que les personnes utilisent telle ou telle technique, et après, et donc vont dire, voilà, cette technique scientifiquement éprouvée. Donc, c'est pas la science qui va inventer les techniques. On va prendre des techniques quelque part, on va les mettre dans un langage scientifique, et on va dire qu'elles sont scientifiques parce qu'on les a validées
par des tests, un peu, vous voyez, comme des tests comme pour les produits avant de les vendre. Mmh. Et donc, du coup, on voit que là, elle va se développer à partir de là, toute une manière de se réapproprier le yoga, en tout cas en psychologie, qui va avoir cette dimension-là, un petit peu American Way of Life, de psychologie positive, mais alors pas de psychologie positive, la vraie discipline, hein, mais dans le sens américaine où on augmente l'estime de soi, la confiance en soi, où on est des champions. Et donc, du coup, et ça va beaucoup se diffuser dans le yoga où on le voit, je reprends l'exemple des yogis sur Instagram, où on voit des choses totalement paradoxales, quoi. Où en fait, et on va les voir montrer leur corps, on va les voir être vraiment dans le culte de la personne, le culte de l'ego, ce qui est totalement opposé au yoga. C'est vraiment, le yoga, c'est vraiment mettre à mort son narcissisme, son ego, pour vraiment s'ouvrir à l'ego général. Le nirvana, d'ailleurs, le principe de nirvana dont Freud s'est à un moment inspiré dans sa théorie. Voilà, au-delà du principe de plaisir en 1920, etc. Tout à fait, tu as raison. Et donc, du coup, on voit que là, il y a des problèmes, puisque on voit que d'un coup, le yoga va être pris dans un langage un petit peu marketing, c'est-à-dire qu'on va dire aux gens ce qu'ils veulent entendre pour pouvoir leur vendre le yoga, quoi. Et là, forcément, ça pose un problème, quoi. Ouais. Je veux bien réagir parce que, et pour le coup, je pense qu'on ne pourra pas m'accuser de faire à charge parce que j'utilise des outils, moi, dans mon accompagnement de thérapie comportementale et cognitive. Sauf que moi, à la toute base, j'ai été formé en psychanalyse, donc les outils analytiques. En fait, pour moi, se passer de l'un ou de l'autre, c'est un petit peu d'essayer de marcher soit sur la jambe. Bref. Donc, je ne suis pas contre les thérapies comportementales. Par contre, je te rejoins complètement. Mais c'est comme toute chose, de toute façon. À partir du moment où on veut en faire une forme de vérité absolue qui pourrait convenir à tout le monde et dans toute problématique, ça devient justement problématique. Et justement, je voudrais faire référence à ce livre-là, qui là, pour le coup, parle plus de tout ce qui est donc développement impersonnel de Julie de Funès, qui est donc la petite fille de Funès, et qui est philosophe, qui a un doctorat en philosophie. C'est toujours difficile quand on manie la philosophie de s'autoproclamer philosophe. Elle, en tout cas, ne le fait pas. Et qui, alors, pour être très honnête, hein, j'attends de te le passer, Mehdi, pour que tu puisses toi aussi me donner ton point de vue. Franchement, pour être très honnête, le premier quart, heureusement que je suis quelqu'un qui sait mettre de côté ma pensée critique pendant le temps de ma lecture, parce que c'était carrément à charge et elle tire à boulet. À bâton rompu contre... sur les coachs en général, ouais. Et elle met tout le monde dans le même panier. Moi, j'ai toujours du mal quand on commence à... Après, bon, la deuxième partie, elle utilise des références philosophiques pour venir questionner, en fait, ce qui est vendu comme effectivement scientifique de la part de certains pratiquants de développement personnel, et où elle vient justement mettre en lumière certains paradoxes, voire certaines propositions qui sont faites, qui sont de toute manière inatteignables, voire complètement erronées. Bon, donc la deuxième partie, j'aurais préféré qu'elle a, à mon sens, pas assez développé la deuxième partie, et la première partie, personnellement, en tout cas, ce n'est que mon avis, on aurait pu s'en passer, mais c'est de dire que voilà, j'ai conscience, puisqu'en utilisant que des outils de thérapie comportementale et cognitive peuvent être un plus à partir du moment où ils sont adaptés et où ils sont, entre guillemets... Pensés, comme on disait tout à l'heure. Pensés, comme on disait tout à l'heure. Oui, ouais. Mais que de toute façon, ça ne peut pas convenir à tout le monde et que ça ne peut pas se suffire quand même. C'est pas possible. C'est beaucoup trop... On parle de choses beaucoup trop complexes. Puis même, moi, je suis le premier... si vous ne me croyez pas, allez voir sur mon... je le mets noir sur blanc, je suis le premier à dire qu'en matière d'accompagnement, c'est manquer d'humilité que de voir qu'on peut être que le seul rempart, entre guillemets, à la détresse de la personne. Je m'explique, il m'arrive d'accompagner des personnes qui sont bipolaires, si et seulement si, accompagnées d'un autre côté par un médecin psychiatre qui est en capacité de leur fournir le traitement dont elles ont besoin, parce que j'en ai déjà fait l'expérience d'accompagner des personnes bipolaires qui refusaient de prendre leur traitement. Ça a été un peu compliqué pour moi à gérer. Bref, toujours est-il que maintenant, ça peut valoir pour le cas de j'accompagne quelqu'un et à côté de ça, elle intègre un groupe, entre guillemets, de méditation où elle se lance dans le yoga.
c'est même quelque chose que je demandais. À partir du moment où la personne, elle s'en sent l'aspiration, à partir du moment où la personne, ça lui correspond et où ça ne devient pas une contrainte pour elle ou une forme d'enjeu de réussite, parce que j'ai déjà eu le cas beaucoup plus avec la méditation qu'avec la yoga, mais de personnes qui avaient. Tu parlais tout à l'heure de drogue, Mehdi, et c'est un peu C'était Alexandre qui avait un peu, pas précisément de la drogue, mais de cette espèce un peu de shot, oui, voilà, de modèle comme ça, il m'en faut plus. Je te rejoins. Adaptation hédonique. Merci. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu des gens qui étaient intégrés dans des groupes, et là, je remets en cause l'animateur du groupe, c'est que c'était quelque chose qui était hyper contraignant. Il fallait le faire tant de temps, tous les jours, et puis même plusieurs fois par jour, faire ceci, cela, des trucs qui étaient tellement imposants que qui peut faire ça quand il a une vie, ne serait-ce que personnelle, mais en plus de ça, de famille. Et puis surtout, ça devenait c'est parce que j'ai pas réussi. C'est la dernière fois que je médite. Demander à quelqu'un qui a jamais médité de méditer 45 minutes, je trouve un petit peu. C'est un challenge, quoi. Et encore, c'était pas que ça. Et bon, après de dire, il y a des fois où on peut soulever le problème en disant, mais vous en avez parlé avec la personne qui anime le groupe. Et en fait, il y a quelque chose, une incompréhension qui a été faite. C'est la personne qui, elle, s'est mis la pression toute seule et qui a fait effectivement de la méditation un moyen de contrôle, un moyen d'échapper à ce que peut-être elle aurait eu. Et d'un autre côté, ça peut être même carrément l'animateur du groupe qui a des exigences. On se demande, on se dit, c'est soit lui, il n'a jamais vécu de traumatisme dans sa vie, donc il ne sait pas vraiment de quoi il parle, soit il ne sait pas par où est-ce qu'il en est passé avant d'en arriver. Il a oublié par où il est avant d'en arriver là où il en est. Et donc, du coup, il manque quelque chose qui est injuste. Soit il est en train lui-même d'essayer de se convaincre de quelque chose auquel au fond, il ne croit pas en les autres, soit c'est un charlatan, c'est aussi une option. Parce que ça alors aussi, je pense que ce qui prend l'ensemble, c'est qu'il y a un fonctionnement parfois de groupe et donc institutionnel qui fait que c'est délicat d'amener et de re-questionner des directives et des fonctionnements tels que celui-là. Parce que tu parlais de groupe. Je suis vraiment navré de t'interrompre, Olivier, parce qu'on arrive très doucement sur la fin de l'intervention. Le temps file vite. J'aurais voulu avoir, juste avant de vous soumettre une dernière petite réflexion, mais elle passera après, peut-être les derniers points de pensée ou éléments que vous auriez voulu évoquer, Marie ou Alexandre, par rapport à ce qu'on a pu un petit peu couvrir du sujet à ce niveau-là. Ouais, moi, il y a juste en fait, c'est Alexandre, quand tu racontes là justement cette deuxième vague, il y a aussi, je trouve, ce qui est intéressant et qui peut peut-être aussi répondre à façon un peu extrêmement détournée et extrêmement biaisée à cette question du confinement, c'est qu'aussi on voit apparaître, quand le yoga commence vraiment à exploser aux États-Unis, c'est aussi le moment où va se développer la cybernétique. Et en fait, dans les deux choses font le même constat, c'est c'est que Dieu est mort et que le yoga comme la cybernétique va essayer de créer une super conscience. Et en fait, je trouvais ce que tu racontais, Alexandre, c'est qu'on voit toujours que dans le yoga, dans les pratiques de bien-être, il y a toujours une espèce de tension entre l'individu et la communauté. Et je trouve qu'on voit beaucoup ça aujourd'hui dans les pratiques de bien-être pendant le confinement. Parce que finalement, on est tous en train de pratiquer chez nous, donc voilà, osciller par rapport à ce qu'on disait avant sur l'intérieur, l'extérieur et à quel moment c'est possible et qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais aussi, on va aller sur Instagram. Et moi, honnêtement, ça m'a énormément aidé d'avoir justement de suivre des yogis Instagrammeurs pendant ce confinement. Donc, je leur rends hommage après les avoir tellement critiqués. Mais c'est qu'il y avait aussi quelque chose de sympa, en fait, aussi de joyeux, d'être avec des gens qui sont gentils, qui sont pas austères, parce que c'est pareil, être austère quand c'est pour se retirer d'une société où ça pousse dans tous les sens, etc. Revenir à soi, d'être dans un truc comme ça de réduire un peu la voilure, de se retirer, etc. C'est beaucoup plus simple. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est beaucoup plus simple d'être austère dans des périodes comme ça où tout bouge. Là, quand j'étais, moi, dans un studio avec vue sur des murs, j'étais pas contre un peu de vie quand même si c'était sur les réseaux, même dans des pratiques qui sont pas forcément les miennes au départ. Et c'est vrai que je pense que dans ces pratiques-là, il y a eu vraiment ce truc alors voilà, on peut en penser ce qu'on en veut, mais de gens qui me se mettaient des petits commentaires sur les stories, sur les trucs comme ça, une prof qui est là, mais c'est super, vous êtes là, c'est génial, etc. Et je pense qu'aussi, on a vraiment vu cette oscillation justement entre être tous ensemble, tous en étant toujours tout seul, quoi. Et ça, c'était un peu raté, mais je trouvais qu'il y a eu des belles tentatives, en tout cas, pendant le confinement. Alexandre ? Je voudrais
rebondir sur ce que tu dis, Marie, et peut-être justement te poser un peu une question, enfin ce que tu en penses, toi, par rapport à ça. Là où peut-être j'aurais dû aboutir tout à l'heure en parlant de ça, et tu viens de le faire, c'est la question de l'apicratie, c'est aussi comment à partir de ces méthodes cognitives, etc., va se développer le coaching. Et le problème, c'est comment on va dans ces pratiques du coaching mettre en avant, c'est ce que disent Gabenas et Illouz dans le livre Apicratie, c'est qu'on va mettre en avant à chaque fois l'individu dans sa singularité, dans le sens de c'est pas à vous de vous adapter au monde, c'est au monde de s'adapter à vous. Vous êtes merveilleux ou merveilleuse tel que vous êtes, les gens doivent vous accepter, etc. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que du coup, et puis surtout que valoriser à chaque fois l'estime de soi, survaloriser l'estime de soi, et que du coup, ça va engendrer, ils disent, un problème du vivre ensemble. Parce que le problème, c'est que si moi, j'estime que je suis merveilleux et que les gens doivent se rendre compte à quel point je suis merveilleux et s'adapter à moi sans que moi j'ai à m'adapter à eux, eux peuvent faire la même demande, en fait. Et du coup, tous dans une sorte de bande où, du coup, en visant à être ensemble et à être acceptés les uns les autres, en fait, on refuse l'altérité et l'autre. Et du coup, je me demandais ce que tu en pensais, toi, de ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu mettais en avant, là. Alors oui, mais je serais un tout petit peu moins, un peu moins catégorique que Illouz, parce que je trouve qu'il y a quand même un truc, et ça je pense que c'est aussi la vision très judéo-chrétienne, qu'en fait on est pur que si vraiment on est en train de se trouver vraiment l'impression qu'on est de la merde, C'est ma faute, qu'on est ma là, qu'on grande bat faute. sa coupe, etc. Et voilà, et je trouve qu'il y a aussi, je pense qu'on peut trouver quelque chose au milieu, quoi. Qu'on n'est pas obligé non plus d'être comme ça, de rejeter toutes les notions de bien-être, peut-être de légèreté, de positivité, parce que vraiment, ça veut dire qu'on est débile et qu'on pense pas, etc. Et à l'inverse, enfin, bon, je pense qu'on peut trouver quand même quelque chose au milieu. Et par ailleurs aussi, pendant ce confinement, je trouve qu'il y a justement eu des exemples de ces gens que j'aurais pu juger auparavant comme étant un peu justement dans l'apicratie, dans un truc un peu bête, etc. Mais c'est aussi des gens qui ont été capables, pour le coup, de ne pas se tourner que vers eux, mais d'être dans le care, quoi, dans le care pour les autres, parce que justement, ils avaient cette force-là. Donc, tu vois, avant le confinement, j'aurais été traitée plus catégorique. Et là, je trouve qu'il y a aussi quand même... c'est aussi des gens qui ont pu être disponibles pour les autres et qui souvent se sont rendus disponibles aussi, quoi. Ouais. Je serais plus mitigée sur ce truc-là. Ça a changé les rapports. Après, évidemment, la grande question, et qu'on essaie de se poser un peu ensemble, c'est qu'est-ce que ça donnera à terme. Évidemment que ça a secoué, changé la donne pour beaucoup de comportements, beaucoup de rapports des gens pendant le temps de confinement. La preuve avec ton témoignage là de ce que tu viens de nous dire, Marie, mais est-ce que ça s'entérinera par la suite? Voilà, souhaitons-le en tout cas. Moi, j'aurais une toute dernière piste à vous donner, parce qu'on approche doucement de la fin. Pas permis de oui, vite oui, fait, oui. Vraiment vite fait, je te connais. Vite fait, t'es sûr? Tu vois, je suis pas le seul. Est-ce que vous avez tous quelque chose à rajouter pour terminer? Tu m'as pas cité. J'allais t'y inviter de nouveau, mais vas-y. Non, parce qu'en fait c'est un show, parce qu'en l'occurrence ça rebondit exactement à ce qui vient d'être dit. Alors par contre, juste avant, moi je tiens quand même à faire la différence entre le jugement et la qualification. Je pense qu'on peut qualifier un comportement sans pour autant être dans ni un jugement moral, bien mal, ni un jugement de valeur, c'est mieux ou moins bien. C'est-à-dire que je peux qualifier le comportement de quelqu'un sans pour autant me sentir supérieur à lui. Après, l'idée, ça reste quand même d'avoir conscience que sa qualification reste extrêmement subjective et qu'on peut se tromper. Mais pour revenir à l'idée justement qui a été évoquée de l'individualisme, en fait, c'est comme ça qu'elle cite dans le livre, l'idée qu'à un moment donné, en fait, le retour à soi fait qu'on ne pense plus qu'à soi sans se poser la question. Je pense, moi, par contre, qu'on peut évoluer d'une vision individualiste par la pratique de la méditation, du yoga, à une vision, ce que moi j'appellerais l'individuation, au sens où moi je l'entends, c'est-à-dire, à un moment, en se centrant sur soi, prendre conscience qu'effectivement on est différent des autres, effectivement on n'a pas les mêmes aspirations, effectivement on peut avoir des besoins, mais ça... tu l'as évoqué très rapidement, principe de plaisir, principe de réalité, on vit quand même dans une société où on n'est pas tout seul, mais que justement le fait d'avoir conscience
de ses limites et de ce qu'on peut apporter au monde, nous faut aussi par le même coup prendre conscience qu'on est complémentaire au reste du monde. Que je puisse les dépasser ou pas, ma volonté n'est pas toute puissante. Donc à partir de là, j'ai quand même besoin de l'autre et l'autre a besoin de moi si je veux prétendre pouvoir évoluer dans une société, et même au sens plus large, je dirais, dans l'environnement qui est le mien. C'est pas possible si je ne suis que centré sur moi et que je fais passer mes droits, parce que c'est ça l'individualisme. L'individualisme, c'est le fait de faire passer les droits personnels avant les droits de la société. C'est ça la définition de l'individualisme. Alors que là, il est plus question d'avoir conscience. On est effectivement une entité, entre guillemets, à part entière, mais une entité qui fait partie de tout et qui s'imbrique dans ce tout par le principe de complémentarité. Merci. C'est parfait. Moi, je voulais juste soumettre un dernier parallèle pour conclure. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai pas pu m'empêcher de penser en vous écoutant, notamment avec les exemples de yogis et de pratiques de yoga instagrammables, à penser à un autre élément qu'on a beaucoup retrouvé. On a commencé par ça, justement. Ça tombe très bien. Marie a parlé du pain d'emblée. C'est simplement, en fait, la nourriture, en règle générale. Et quand je vous écoutais, moi, j'entendais beaucoup un rapport dans cette transformation du yoga, dans cette adéquation à un certain Occident qui est passé plus vers une séduction du côté de l'éros, d'une sexualité performante, d'un corps, d'être bien gaulé comme on disait plus tôt, etc. etc. Et cette dimension aussi de défonce d'une certaine manière dont on parlait tout à l'heure pour aller très vite. Moi je repensais que c'était des éléments qu'on retrouvait énormément du côté de la nourriture. La faculté à rendre la nourriture instagrammable, le rapport soit très gourmet ou gourmand à la nourriture, voire la junk food dans un côté vraiment excessif. Quand je dis excessif, c'est concrètement, on a vu peu avant le confinement, il y a 1 an ou 2, le succès des tacos et des fameux tacos de 2 kilos à terminer et qui étaient gratuits si on les terminait. Enfin voilà, et c'est arrivé, en fait, c'était des signes un peu avant-coureurs du confinement d'une certaine manière. Est-ce que vous voyez des parallèles d'une certaine manière aussi dans ce rapport qui peut être dans une hygiène de vie ou dans un rapport des choses entre la nourriture et aussi le yoga dans ces genres de transformations-là? Parce que les discours d'apicratie aussi s'y appliquent vachement. Peut-être pour laisser aux autres le temps de réfléchir, Ouais. juste je vais amener un petit truc Je t'en comme prie. ça à la fois. C'est vrai que la question de la nourriture est importante dans le yoga, puisque en fait, dans le yoga, on a il y a les yamas, les niyamas. En fait, ce sont les 8 piliers du yoga. Ce sont les 2 premiers piliers, ce qu'on appelle les ashtangas. Et en fait, le tout premier, c'est Ahimsa, c'est la non-violence. Et la non-violence implique le végétarisme. Donc effectivement, dans le yoga, il y a un rapport à la nourriture qui est celui de ne pas manger d'animaux, donc poissons, etc. Et c'est vrai qu'après, sur le corps, quand on pratique le yoga, on le sent. Moi, personnellement, je sais que j'ai arrêté de manger de la viande et du poisson, pas forcément tout de suite parce que je voulais rentrer dans les textes du yoga, mais parce que j'ai senti que, par exemple, quand je mangeais de la viande, après, dans ma pratique, il y a des postures pour lesquelles j'avais des vraies difficultés. Parce que mon corps mettait du temps à les digérer et autres. Et donc, du coup, c'était surtout d'abord une dimension pratique où je me suis rendu compte, à travers le yoga et à travers les postures que je faisais, je me suis rendu compte que ce que je mangeais avait une incidence vraiment sur les postures que j'allais pouvoir faire ou pas. Donc, effectivement, la pratique du yoga a engendré une manière de me nourrir différente. Parce que j'avais des sensations corporelles de ma digestion qui venaient plus ou moins interférer et me faire sentir que mon corps en fait acceptait plus ou moins cette nourriture. D'accord, bah écoute, ça rentre très bien en résonance avec ce que j'ai pu vous soumettre. Marie ou Olivier, sur ce petit parallèle que j'ai tenté? Ouais, tout à fait. Mais en fait, c'est marrant parce que sur la nourriture, je dirais la même chose que j'ai fait sur le yoga, quoi. C'est que là, je trouvais qu'il y avait aussi quelque chose de. Moi, je fais attention aussi depuis que je fais du yoga, je fais très attention à ce que je mange pour la pratique, etc. Ouais.
Mais là, j'ai senti qu'il y avait aussi un truc de prouver, notamment quand tu parlais d'Instagram, là, tu vois, de prouver que tu prenais bien soin de toi, Oui. que tu te récompensais de tes efforts. Et tu vois, voilà, tu t'étais fait quelque chose de bon, des machins comme ça. Et moi, pareil, au début, oh là là, je me disais, c'est incroyable, couper des légumes et tout ça. Non, mais j'en peux plus, quoi. Moi, maintenant, je suis passée aux tartines, j'en ai ras le bol, quoi. Et pareil, j'ai trouvé, moi, j'ai senti une injonction comme ça à cuisiner, comme si c'était vraiment la quintessence de la civilisation, quoi. Bon, moi, j'étais moins sensible, on va dire, sur la nourriture. Olivier, je te pose la question à moitié, parce que je sais que sur le sujet de la nourriture, on en a parlé sur d'autres émissions déjà, mais peut-être dans le rapport. C'est marrant parce que moi, je suis à la fois végétarien et en même temps, j'aime beaucoup cuisiner parce que pour moi, c'est un moment de plaisir, le fait de faire la cuisine. Et j'aime bien aussi bien manger, il faut être honnête. Mais moi, je trouve que ça fait beaucoup référence là, on l'a évoqué très succinctement, mais à la notion d'ego spirituel, c'est-à-dire pour quelles raisons je fais les choses. Est-ce que moi, végétarien, pour culpabiliser les autres en disant que c'est des mauvais parce que eux, ils sont carnivores et qu'ils vont aller en enfer ou ce genre de choses, ou est-ce que je le fais à des fins purement personnelles, c'est-à-dire, en l'occurrence, moi, dans mon cas, c'est pas lié à ma pratique de la méditation, c'est une réflexion personnelle d'ordre philosophique et pour être très honnête aussi plutôt écologique, mais j'ai conscience que ça n'engage que moi de toute façon et de chercher à convaincre qui que ce soit du soi-disant. Oui. Puis encore une fois, peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, mon corps n'a pas les mêmes besoins que certaines personnes et que dans certains cas, le végétarisme n'est pas forcément sur le plan médical. Et que ça soit, parce que j'ai déjà eu le débat avec oui, mais parce qu'ils n'ont pas une bonne fréquence vibratoire, patata. En fait, je m'en fous. Moi, ce que je vois, c'est que dans l'instant présent, là, tout de suite, ils ont ce besoin-là. Donc, on ne va pas leur mettre leur santé en danger parce qu'ils n'ont pas la bonne fréquence vibratoire. Je veux dire, il faut aussi être capable. Et je pense même le fait, à un moment donné, de s'être imposé certaines injonctions, comme le fait de devoir se faire un repas, c'est hyper important pour notre propre expérience et notre activité. C'est ce qui nous... En tout cas, moi, je continue d'en faire plein, mais si je devais faire l'étalage des choses que moi je qualifierais de destructrices que j'ai faites dans ma vie, je n'aurais pas terminé. Mais en même temps, c'est ce qui m'a appris sur moi, sur les autres aussi, à faire preuve d'humilité, à mieux accepter ce que les autres peuvent commettre. Donc c'est important en fait, de faire ces expériences-là. Oui. Oui, être à l'écoute de soi et malgré ce qu'on a pu dire sur les discours au bien-être tout fait, il y a des fois des phrases qui restent quand même résolument fondées. Eh bien, écoutez, on arrive, je pense, pile poil à l'issue de cette discussion. Je vais vous dire un grand merci. Déjà, malgré les aléas techniques du début, on a eu des petites sueurs froides. Merci donc à Marie pour son abnégation. Merci à toi, Alexandre. Merci beaucoup. Et puis Olivier, merci quand même. C'est pas parce qu'on se retrouve et qu'on se retrouvera dans un avenir proche sur d'autres émissions que tu étais forcément obligé de venir. On vous dit de toute façon à très bientôt. Vous avez toutes les ressources pour les émissions, j'ai déjà dit au début, dans la barre d'infos si vous êtes en replay. Sinon, dans le chat avec un petit point d'exclamation info, Olivier va se faire une joie de vous donner toutes les références. Félicitations. Voilà. Vas-y, c'est ça. En tout cas, voilà, on vous remercie, on vous dit à très bientôt, prenez soin de vous, et puis on se donne rendez-vous dans un peu plus d'une demi-heure à 19h pour parler des discours sur les usages et les pratiques numériques, programme aussi vaste que la discussion qu'on vient d'avoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.